Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mois de novembre 2022. Mon nom est Raed El Ferjani et je suis le coordonnateur du réseau Reboisement Ligniculture Québec de RLQ. J'aimerais d'abord remercier M. Régent Dumas, le conférencier de ce webinaire, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de l'engagement des écosystèmes de l'Anaudière dans la lutte au changement climatique. Monsieur Dumas est biologiste et fiduciaire à la fiducie de conservation des écosystèmes de l'Anaudière. Diplômé de l'Université McGill, Monsieur Dumas a vécu et travaillé 10 ans au Nunavik à l'emploi de la société Makivik. Il s'est joint au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 1991. À titre de responsable des aménagements fauniques dans la région de l'Anaudière, il y a contribué au développement d'approches de conservation, de restauration et de mise en valeur des habitats. La fiducie est issue d'une de ces approches. Il a créé le Fonds Nature Madeleine Auclair à la mémoire de sa mère pour soutenir de projets visant à rapprocher l'humain de la nature. L'Association des biologistes du Québec lui a décerné le prix de membre émérite en 2021. Un petit mot sur le déroulement du webinaire. Après la présentation de M. Dumas, il y aurait une période de questions. Les participants peuvent inscrire leurs questions dans le volet questions et réponses, Q&A, en bas de l'écran, et qui seront transmises aux conférenciers par le modérateur de ce webinaire. Alors, sans trop tarder, je cède la parole à mon collègue Nicolas Bélanger, co-directeur du DRLQ, pour un petit mot sur les activités du réseau. À toi la parole, Nicolas. Merci, Raed. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce Xème webinaire du 2RLQ. Comme Raed vient de le mentionner, je suis co-directeur scientifique du réseau avec mon collègue et bon ami Nelson Tifo. Donc, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, là, le réseau, c'est un réseau de transfert de connaissances. Il contribue principalement à l'essor de la plantation d'arbres, tant en milieu forestier, évidemment dans une perspective d'augmentation de la productivité forestière, que pour le développement et le maintien des infrastructures vertes et la restauration écologique de sites perturbés ou anthropisés. Je tiens à mentionner que Raed travaille toujours très, très fort à alimenter notre site web. Donc, je vous invite à le visiter. Il est de plus en plus riche en contenu et informations. Sachez aussi que Raed travaille très fort également à organiser une série de webinaires depuis maintenant 3 ans. Donc, bon, on a une présentation aujourd'hui de Régent, mais il y en a 4 autres là, qui sont planifiés. Notamment le 20 décembre par Annie Desrochers ou l'équipe d'Annie Desrochers de l'UQAT qui va nous parler de biodiversité végétale et de séquestration du carbone. Au mois de février, la date n'est pas encore confirmée, mais ça sera au mois de février avec Marie Guitoni ou l'équipe de Marie Guitoni qui va nous parler de restauration écologique en milieu minier. Et également le 15 mars, l'équipe d'Alison Munson qui va nous parler d'opportunités et de défis pour la recherche sur les forêts urbaines. Et je sais que Raed travaille avec Jean-François Boucher de l'UQAC pour un webinaire en janvier qui porterait sur la séquestration du carbone forestier. Donc, sans plus tarder, c'est vraiment un plaisir d'accueillir mon bon collègue Régent Dumas de la fiducie de conservation des écosystèmes de l'Anaudière. Ça fait déjà 2 étés que je marche les terrains de l'Anaudière avec Régent et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et je suis ravi là, de l'accueillir parmi nous ce matin. Donc, sans plus tarder, Régent, je te cède la parole. Comme on s'était dit au niveau des consignes, je m'adresse plutôt à l'audience. On aura à peu près 3/4 d'heure de présentation et puis on prendra une quinzaine de minutes de présentation. Donc, je vous invite de rester jusqu'à la fin si vous avez des questions. Et dernière chose, peut-être, sachez aussi que le webinaire est enregistré et que ça ne sera pas bien long qu'on va le retrouver sur le site web sans mettre de pression à Raed, mais normalement, ça se fait relativement rapidement. Alors voilà, je me tais et je cède la parole à Régent. Oui, bien, merci Nicolas et merci de la présentation, Raed. Bien,
cette présentation-ci, on va dire, je vais la faire au nom des écosystèmes là, qui essaient souvent de nous parler, mais on ne comprend pas toujours ce qu'ils essaient de nous dire. Et je suis à la fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière. C'est un projet conjoint entre des chercheurs du CEF, de l'UQAM et de TELUC et la fiducie. Là, donc, je fais cette présentation-là au nom du groupe. D'abord, c'est un projet qui se déroule dans la région de Lanaudière et région là, qui est au nord de Montréal, qu'on voit ici. La trame qui est utilisée, on va y revenir, ce sont les aires protégées dans la région de Lanaudière. Et cette région-là, on peut la voir un peu comme la crème glacée napolitaine là, en trois couleurs. Donc, d'abord, le sud, les basses terres, le secteur de la plaine, qui est de tenure privée. Ensuite, une fine tranche qui est le Piémont, où commence le bouclier canadien, qui aussi est de tenure privée. Et en superficie, c'est la majorité de Lanaudière qui est à dominance publique. C'est un territoire mixte, c'est-à-dire qu'il y a du territoire privé et du territoire public. Et ce projet-ci, il est vraiment concentré dans le territoire privé de Lanaudière, donc dans la plaine, dans le Piémont et dans la partie privée du secteur montagneux. Maintenant, le contexte dans lequel on travaille, c'est un contexte où à chaque année, il y a des pertes d'habitat. Et particulièrement dans le sud, ces pertes-là, elles sont souvent irréversibles. Par exemple, si vous avez une forêt, vous faites une coupe forestière, bien, il y a certains caractères de réversibilité. Si vous la mettez en culture, le caractère irréversible est un peu plus permanent, mais si vous construisez un centre d'achat sur une forêt, c'est peut-être la prochaine glaciation qui va remettre de l'ordre là-dedans, si on veut. Puis, pour illustrer ça, la carte, elle date, mais elle demeure très éloquente. Ici, c'est la MRC des Moulins. On avait cartographié les pertes pour la période 1994 à 2007. MRC des Moulins, c'est la ville de Terrebonne et la ville de Mascouche. C'est essentiellement deux villes. Et regardez les espaces en rouge. C'est 7 % du territoire qui a été converti. Donc, de milieu naturel, soit milieu agricole ou urbain, pour la plupart des pertes irréversibles. Si on met ça en chiffres, c'est 1848 hectares. Donc, c'est très substantiel. Cette étude-là, elle vient tout juste d'être mise à jour et c'est la même tendance qui se poursuit. Donc, la plupart de vous connaissez les seuils de maintien de la biodiversité, 30 % étant le seuil critique. Et on est en bas de là dans le territoire des basses-terres. Maintenant, la base de ce projet-là, elle repose sur l'identification de milieux prioritaires. Et c'est un exercice qu'on a fait il y a plusieurs années. On retourne fin des années 2008-2009, publication 2010-2011, où est-ce qu'on a, sous l'égide Conserver, Restaurer, Connecter, identifié des milieux prioritaires qu'on appellerait des noyaux de conservation aujourd'hui, et un réseau de connectivité entre ces écosystèmes-là qu'on voit illustré sur la carte là. L'exercice a été fait pour les basses terres du Saint-Laurent et il a été publié par MRC. Donc, c'est un exercice qui a été fait par le ministère de la Faune. Là, je vous épargne les acronymes au fil des années que la faune a subi comme métamorphose et encore tout récemment. Le ministère de l'Environnement, maintenant, ils sont liés les deux, et les MRC. Et ces écosystèmes-là, leur délimitation et la connectivité a été publiée. On en voit ici un exemple. Ici, c'est la MRC L'Assomption. Si vous regardez la tache en vert ici, c'est le boisé des terres noires dont on va parler un peu plus tard, qui est noyé dans une mer agricole, donc une perte de connectivité et d'autres écosystèmes prioritaires dans la MRC. Donc, c'est important de savoir que ces écosystèmes-là qui ont été priorisés
pour le maintien de la biodiversité, ils font l'objet d'un consensus régional. Là, on est dans la plaine. Si on regarde maintenant pour le secteur plateau et montagne, donc plus au nord, c'est la défunte Commission des ressources naturelles et du territoire, Commission régionale des ressources naturelles du territoire. Il y en avait une dans chaque région. Là, probablement, certains de vous ont connu cette époque-là. Donc, la Commission a complété l'exercice qui avait été fait pour les basses-terres, pour les territoires plus au nord, le Piémont et montagne, avec une approche un peu différente parce qu'on est dans un milieu qui n'est, on va dire, qui est moins fragmenté. Donc, c'est plus une approche de couche d'informations qui amène à prioriser des lieux plutôt que des grands écosystèmes, mais la finalité est la même, c'est-à-dire que ça nous permet de voir où sont les priorités en matière de conservation, de restauration et de connectivité. Donc, ça, c'est la base d'où on part, mais on voit là, dans les dernières années, il y a de plus en plus d'exercices de connectivité à l'échelle du Québec. Donc, dans la région de la Naudière, il y a un deuxième exercice de connectivité qui a été fait avec des paramètres différents. Donc, il ne vient pas écraser le premier, mais il vient identifier. Et ici, ce sont des simulations sur la base des oiseaux forestiers. Donc, la possibilité d'oiseaux forestiers de migrer d'un noyau à l'autre ou d'un écosystème prioritaire à l'autre. Et ça donne un autre plan de connectivité. Et regardez ici, ça donne des tracés, là, un peu comme des électrons qui passeraient d'une borne de batterie à l'autre. Et ça nous permet d'identifier des nouvelles priorités de milieux où travailler en connectivité qui viennent, on va dire, soit confirmer ce qui existait déjà ou en ajouter. Donc, retenez ça comme base qui est l'assise du projet qu'on va regarder ensemble, qui est co-dirigé par des chercheurs du CEF issus de l'UQAM ou de TELUC et la fiducie. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Faites-vous juste me dire que moi, je ne vous entends pas. Hein, fait que si à un moment donné, on se perd dans la stratosphère, là, je vais juste continuer à parler. On t'entend très bien, Régent. Donc, présentation du CEF. Encore là, il y a des choses que je vais dire que vous savez tous, et peut-être probablement certains de vous mieux que moi. Donc, à la fois une vocation scientifique et une vocation sociale. Scientifique pour comprendre le fonctionnement de la forêt dans une perspective de conservation de la biodiversité et d'augmentation de la productivité. Et une vocation sociale pour former du personnel. Et Dieu sait que présentement, former du personnel dans un contexte large de pénurie de la main-d'œuvre, le besoin est encore plus criant. Et de transférer des connaissances acquises auprès des partenaires et auprès du public. La fiducie, elle a une vocation qui est fixe. La vocation, c'est un organisme qui vise à protéger des territoires à perpétuité. Donc, sa mission, elle ne changera pas dans le temps et elle vise protection et mise en valeur de ces milieux naturels protégés-là pour la valeur paysagère, la valeur de haute valeur écologique. C'est dans le territoire de la Naudière, ça peut aller légèrement en périphérie et les bénéficiaires de ça sont les communautés locales et le public en général. Fait que, mettons que ça, c'est le premier tour de roue rapide pour ces deux partenaires-là qui co-dirigent le projet. Un peu plus de détails, le CEF en chiffres, 11 universités, 75 chercheurs, 48 chercheurs associés, 400 étudiants gradués, 50 postdoctorants, plus de 250 articles publiés par année. Donc, j'imagine que ce chiffre-là, il continue à grimper et une capacité d'aller chercher des budget en subvention de recherche quand même assez phénoménal avec plus de 13 millions par année. La programmation en recherche se décline en
cibles. Et on peut voir tout de suite un parallèle avec le territoire de la Naudière. Ça concorde exactement. Si on les prend dans l'ordre du Nord, donc la forêt publique, avec des objectifs liés à la résilience des écosystèmes qui sont affectés par les changements climatiques. Et ça devient une préoccupation croissante de respecter les modes de vie des Premières Nations. Si on descend un peu plus au sud, la forêt privée, avec des analyses de services écologiques qui sont fournies par le milieu forestier et particulièrement dans la zone agricole. Et si on descend encore plus proche des milieux urbains, c'est carrément le rôle de l'arbre et des forêts dans les milieux urbains, particulièrement pour la santé publique et toujours en lien avec les risques posés par les changements climatiques. Les chercheurs associés au projet, 5 chercheurs, on pourrait dire étoiles et vedettes, sans porter ombrage tout le reste de la communauté scientifique. D'abord, Michel Garneau, une spécialiste des tourbières qui est à l'UQAM, Tania Enda, qui est en écologie, on l'associe beaucoup à l'écologie végétale, mais qui est une spécialiste de la biodiversité à l'UQAM. Nicolas, qui se passe de présentation et que vous connaissez très bien. La même chose pour Pierre Drapeau, qui est un spécialiste des oiseaux. Et là, je note que déjà, la petite présentation ici, elle est désuète puisque Pierre était directeur du CEF et qui est maintenant, la relève a été prise par Dan Nisha, qui est spécialiste en écologie forestière. Donc, ce groupe de chercheurs-là sont vraiment à la fine pointe de la science, ce qui fait que le projet dont on va vous parler aujourd'hui est en très bonne main. Si on revient à la fiducie, la fiducie, sa particularité, c'est que la fiducie est un patrimoine. Donc, la fiducie n'est pas un organisme. La fiducie, c'est ce qu'on vise à protéger. Actuellement, 317 hectares en 14 territoires protégés à perpétuité. Ils sont sous la garde de 7 fiduciaires bénévoles, dont je suis, qui est appuyé par une équipe professionnelle et technique qualifiée. Ces terrains-là sont tous surveillés et entretenus par de nombreux bénévoles. Et la fiducie, c'est également un patrimoine financier qui est suffisant pour répondre aux obligations de base de la fiducie. Et tout ça, ça se décline en 5 champs d'action. D'abord, de la protection à perpétuité, des inventaires biologiques et des suivis pour pouvoir documenter les bénéfices de la protection pour la biodiversité. La fiducie a un protocole standardisé qui repose sur plusieurs éléments, là, que ce soit les oiseaux nicheurs, la végétation, les chauves-souris, les insectes, les oiseaux nocturnes, puis toute une série de paramètres qui sont suivis selon un protocole standardisé. Qui dit protection, dit surveillance. Donc, c'est important que ces terrains-là soient visités régulièrement. Et c'est plus de ça dont on va vous parler aujourd'hui. La partie aménagement et mise en valeur sur des propriétés protégées. Et finalement, la fiducie a un rôle de soutien à la communauté, que ce soit des citoyens, des municipalités, des MRC, des organismes qui veulent faire de la protection. Pas nécessairement que les terrains aboutissent dans le patrimoine protégé de la fiducie. Donc, la fiducie, elle est là pour pouvoir conseiller des gens qui ont un besoin de connaissances en matière de protection. Est-ce que ça va toujours? Si on regarde cette alliance-là entre les chercheurs du CEF et particulièrement des chercheurs issus de l'UQAM, puisque ce ne sont pas tous les chercheurs de l'UQAM qui sont membres du CEF, et la fiducie, il y a de ça est issu des connaissances et des connaissances qui sont transmises.
Et ça, c'est vraiment, on va dire, une dimension qui est extrêmement importante dans ce projet-là. Je vais vous montrer par des exemples. Là, on s'aperçoit que si la science vire vite, la transmission aussi, ça vire vite. Donc, si on vient à notre territoire d'application, la portion privée de la région de la Naudière, qui se décline en plaine, piémont et montagne, et les objectifs du projet, il y en a 3. C'est très simple. C'est de protéger à perpétuité des milieux naturels. Et là, on fait le focus sur la lutte au changement climatique, donc la capacité de stockage de carbone de ces milieux-là. Deuxième objectif, de restaurer des sites qui sont dégradés. On les restaure pour la biodiversité, la connectivité et encore là, également, la capacité de captation en carbone. Et le troisième volet ou objectif du projet, c'est de soutenir la communauté. Et ça, c'est un travail qui se fait dans des milieux qui sont à risque de conversion. Et là, c'est un travail plus fin, pas nécessairement de la protection intégrale, pas nécessairement de la restauration, mais ça peut être dans les pratiques qui sont associées à ces milieux-là. On va y venir tantôt. Les volets du projet, donc 3 objectifs qui se déclinent en 4 volets. La première, c'est la protection, et là, c'est important, c'est en recevant des dons de terrain ou des dons de servitude. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes, les gens ici, l'audience, vous êtes familiers avec la notion de servitude réelle de conservation, mais dans le fond de la protection, là, on pourrait dire que si on résume ça, là, ça peut, les 2 principaux modes, c'est quand un terrain est acquis ou dans ce cas-ci donné à une entité qui va le protéger à perpétuité, ou si c'est fait par servitude, donc les gens demeurent propriétaires, mais il y a une servitude de conservation qui est placée sur le terrain qui fait que les usages sont restreints seulement à ceux qui sont compatibles avec la conservation. Deuxième volet, c'est de la restauration dans des parcelles d'écosystèmes, dans des corridors où on va viser à restaurer soit le milieu ou la connectivité. Le troisième, lui, il se fait chez des propriétaires, soit agricoles ou forestiers, qui demeurent propriétaires et où on regarde avec eux comment est-ce qu'on peut améliorer leurs pratiques. Et le quatrième volet, c'est d'évaluer les bénéfices de ces 3 choses-là pour essentiellement 2 choses, réduire l'émission des gaz à effet de serre et augmenter la biodiversité. Fait que, mettons que s'il y avait juste 2 diapositives dans la présentation, ce serait les 2 qu'on vient de voir. Mais comme on a encore du temps, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, si on voulait résumer sur une carte les 3 volets du projet, puis là, prenez ça au sens générique. Là. Ne regardez pas les chiffres ou ces endroits-là où ils sont en particulier, même si ce sont des cas réels. Vous avez des noyaux de conservation qu'on appelle écosystèmes prioritaires et ici, la connectivité pour les oiseaux forestiers. Donc, on vise dans le projet à protéger principalement dans des écosystèmes prioritaires. Ça peut se faire dans des corridors de connexion, mais principalement, on vise à l'intérieur des noyaux. Le deuxième, c'est de restaurer des passages fauniques. Encore là, il peut y avoir de la restauration dans les noyaux, mais on pense que principalement, on va viser à rétablir la connectivité. Puis le troisième, lui, il peut être soit dans des noyaux ou dans des corridors, mais c'est par entente avec des propriétaires qui demeurent propriétaires de leur terrain, qui soit principalement producteurs agricoles ou principalement forestiers, sachant que souvent, les gens sont les 2. Et c'est par l'amélioration de pratique. Donc, ça, c'est les 3 volets du projet. Est-ce que ça va toujours? Oui. Là, je vais vous demander d'être diligent parce qu'on va
à travers des exemples, regardez ce que ça veut dire. D'abord pour le volet 1, la protection, puis ensuite les autres. Ce qui fait que là, vous allez voir beaucoup de choses, puis je vais juste passer à travers, fait que laissez-vous porter par la présentation. La première chose, c'est la protection à perpétuité qui se fait par donation. Et ici, on a un exemple qui remonte à 2016 où France et Larry Konecki, deux personnes ici, propriétaires de 137 hectares à Saint-Émilie, ont fait don de leur propriété à la fiducie. Et elles devenaient par le fait même protégées à perpétuité. Si on regarde cette propriété-là, elle est dans ce secteur-ci à Saint-Émilie. Les 337 hectares protégés par la fiducie actuellement, regardez, ils sont répartis, là, ça ressemble un peu à des boules de billard, là, mais ce n'est pas ça. Ils sont protégés dans différentes municipalités. Donc, il y a une assez belle couverture actuellement dans la région de la Naudière. Et si on met ça sur un graphique, regardez, depuis le début de la création de la fiducie en 2012, en 10 ans, comment est-ce que ça a évolué et comment est-ce que l'obtention du statut d'organisme de bienfaisance, qui est arrivé 4 ans après la création de la fiducie, il a déclenché une augmentation des superficies protégées. Et là, le projet dont on vous parle aujourd'hui commence ici, là, en 2022, et la partie qui s'ajoute là, ce sont déjà des ententes signées avec des propriétaires. Donc, il y en a une qui se concrétise cette semaine et les hectares vont s'ajouter au fur et à mesure. On n'a pas indiqué ici la projection jusqu'à 2027 parce que c'est plus difficile à établir, mais dites-vous, dans la prochaine année, les hectares qui vont s'ajouter puis les superficies protégées par la fiducie vont pratiquement doubler. Les ententes sont déjà signées avec ces personnes-là, soit des dons à plein titre ou des dons de servitude. Maintenant, la partie restauration. Et là, vous allez voir des choses avec lesquelles vous êtes plus familiers. On va commencer par un projet de restauration dans un noyau de conservation, donc dans un écosystème prioritaire qui est le boisé des terres noires. Et la partie protection, elle, est déjà faite. Elle est doublement faite. D'abord, le terrain fait partie du patrimoine de la fiducie et protégé à perpétuité d'office. Et ici, on a rajouté une deuxième couche, qui est réserve naturelle en milieu privé, une entente avec le ministre de l'Environnement, qui est également à perpétuité, ce qui fait que le terrain est doublement protégé. Ici, on est dans l'écosystème prioritaire du boisé des terres noires, qui fait 1000 hectares. Et on regarde là, c'est un noyau tourbeux, ensuite bordé d'écosystèmes forestiers, dans lequel il y a également de l'agriculture, qui se trouve à être, on va dire, entouré dans une mer agricole. Et si on regarde un petit peu plus proche, cet écosystème-là, le terrain de la fiducie se trouve être dans la portion est. Et c'est un terrain qui était fortement dégradé. Il y a eu d'abord, lors des années 70, creusage d'un réseau de fossés de drainage. Faussage, on pourrait dire que c'est un néologisme. Fossé de drainage, ça s'appelle faussage. Extraction de terre noire sur plus qu'1 mètre. En fait, ils ont extrait la terre noire jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Après ça, comme on a vu, il y a aussi un drainage périphérique à grande échelle par l'agriculture autour de l'écosystème. Puis après ça, sur le terrain, est entré un cocktail d'espèces exotiques envahissantes. Si on regarde le terrain, là, vous pouvez très, très bien voir sur l'image Google, dites-vous que ce qui n'est pas vert, ce qui est beige, ce sont des bancs d'emprunt d'extraction de terre noire. Là. Il y en a partout sur la propriété et les espèces exotiques envahissantes ont colonisé tout ça. Le projet de restauration est initié en 3 objectifs. Il y en a un de biodiversité, de restauration de la tourbière dégradée. Il y a un objectif de recherche intensive dans un contexte d'espèces exotiques envahissantes et aussi un objectif éducatif. Au début, là, la restauration, c'était du
ménage, là, fait qu'on part, excusez l'expression, là, mais c'est une dompe de fond de champ. Ce n'est pas juste l'extraction de terre noire, là, mais il y avait une montagne de 400 pneus. Là. La première chose qui a été faite quand le terrain est rentré dans le patrimoine de la fiducie, là, en 2017, c'était de faire le ménage. On a sorti 400 pneus. Et ce n'est pas tous des pneus de char. Il y avait des pneus là-dedans, on se mettait à 7 à 8 pour les bouger. Et la restauration, elle est le résultat, on va dire, l'effort d'une association entre l'UQAM, le ministère Forêt, Faune et Parcs, là, déjà, ce n'est plus la bonne appellation, puisque Faune est maintenant avec Environnement, et la fiducie. Et là, retenez dans la problématique que je vous ai présentée tantôt, l'extraction de matière organique sur plus d'1 mètre. Donc, ça a nécessité, si on veut restaurer, et on s'entend que la restauration, c'est beaucoup en plantant. Bien, planter dans l'eau, c'est très difficile. Et le principe de base, vous l'avez ici, c'est qu'on s'est trouvé à réaménager le terrain. Remonter le terrain, nécessairement, il faut prendre la terre à quelque part, donc de créer ici des petites mares qui sont beaucoup de recréer ce qu'on retrouve en milieu naturel avec les microtopographies où des arbres ou des arbustes poussent sur des butons entourés soit d'étangs vernaux ou d'étangs points, donc qui ne sont pas vernaux, qui demeurent en eau. Alors, si vous prenez ce concept-là et vous l'appliquez sur le terrain, on s'est trouvé à avoir un concept qui part de marécage ou tourbière boisée et à mesure qu'on rentre dans le terrain, devient une restauration de tourbière. Tout ce que vous voyez en bleu ici, là, ça se trouve être ce qui est en bleu là. Et les butons, c'est ce que vous voyez soit en vert ou en brun ici. Fait que là, c'est un peu abstrait, là, mais donnez-moi une chance de rentrer dans le concret. On passe avec ce type de restauration-là de coût faible à coût élevé et de risque faible à risque élevé. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans une mer d'espèces exotiques envahissantes. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a rentré 3 pelles mécaniques en plein hiver pour réaménager le terrain. Et je sais que ça ressemble plus à une construction de centre d'achat que de restauration de milieux naturels. Et encore là, donnons une chance aux images. Alors, dans le volet restauration, c'est environ 6 000 arbres et arbustes, 27 essences. Donc, ne lisez pas tout ça, mais retenez que c'est un travail assez fin de répartition des essences et des arbustes selon un patron défini. Et sur le terrain, chacun des arbustes ou des arbres a été localisé avant d'être planté. Et planter, ça veut dire préparer le terrain et regardez ici, chaque arbre ou arbuste a une attention particulière avec une protection qu'on va voir tantôt. Ça donne ça comme résultat, donc des superficies en eau et des superficies qui sont intensément plantées, intensément. Dites-vous, on part avec un chiffre d'à peu près 1000 tiges à l'hectare, mais à certains endroits, on va dépasser ça. Et aussi, chaque arbre ou arbuste est protégé. On va voir pourquoi tantôt. Chaque arbre ou arbuste est aussi géoréférencé, ce qui donne une carte comme ça, où est-ce qu'on peut suivre à la fois leur présence, leur essence et leur état. Donc, ça donne ceci. Regardez un des secteurs à l'entrée avant et l'année suivante. Donc, le terrain a été réaménagé ici avec un réseau de butons qui crée des mares. Et dites-vous qu'il y a des unités de recherche partout sur le territoire. Les pourtours des butons, ici, sont des unités de recherche. Ici, un secteur du réseau IDENT, collaboration avec Alain Paquette. Ici, on a des parcelles de plantation avec différentes densités de vinaigriers pour voir leur interaction avec les espèces exotiques envahissantes. Ici, on a une ligne là, entre risque des bois versus phragmites. Donc,
tout ça, on intervient à peu près sur chaque pouce carré. Si on regarde un autre secteur de banc d'emprunt, où est-ce qu'il y a 1 mètre de matière organique qui était sorti, ici, ce que vous voyez en gros, là, c'est du fragmite et du bouleau gris. Puis l'image, elle exagère la présence de bouleau gris. Dites-vous que c'est essentiellement du fragmite et le terrain a été entièrement réaménagé, soit pour remonter la topographie d'origine de 1 mètre, puis nécessairement, puisqu'on a pris la terre à quelque part, bien, ça donne des superficies en eau là, qui sont des petites ou grandes mares qu'on retrouve en système tourbeux. Pas à cet endroit-là, il n'existait pas puisqu'on les a créés, ayant besoin de la terre. Si on regarde à plus petite échelle, là, ce qu'on voudrait voir, c'est ça, là, des micro-butons. Ici, ce sont des calmias dans de la sphaigne. Mais regardez ici, là, puis évidemment, là, une photo prise tout récemment à l'automne, fait que ça a l'air un peu mort, mais ça ne l'est pas du tout. Là. Ici, on a des plantations de méric baumier, mais l'idée là, à retenir ici, c'est la création des butons et la présence de mares. Ici, tout ça est membrané parce qu'on est dans du fragmite mur à mur. Là. Donc, tout ça est membrané et on va devoir retirer ces membranes-là éventuellement à mesure que la végétation va s'installer. Ça donne des milieux extrêmement productifs là, dès le départ. Là. Ici, on a une couvée de canards branchus en partie. Ça donne qu'il y en a 2 couvées là, dans la grande mare qu'on a vue tantôt. Et ce qu'on voudrait voir là, à terme, c'est ça. Ici, pour ceux qui y sont allés, c'est le sentier sur la réserve écologique des tourbières de la Noret. Donc, enlever les mélèzes qui seraient déjà de trop là, et ce serait ça le modèle qu'on voudrait restaurer à terme dans la partie tourbeuse. Comme je vous disais, il y a des aires de recherche partout. Il y a aussi à ça un protocole de suivi de la biodiversité qui est standardisé par la fiducie. On ne rentrera pas dans le détail de ça, mais c'est très diversifié comme suivi. Ça inclut les insectes. Déjà, il y a une partie de ces travaux-là qui a été publiée dans le Naturaliste canadien. Et si on revient à ce qu'on disait tantôt, ça donne une capacité, la recherche liée au protocole de suivi de la biodiversité, ça génère énormément de connaissances. Et ces connaissances-là, elles sont transmises à mesure à des élèves de différents niveaux, autant primaire, secondaire, cégep qu'universitaire. Ça donne lieu à des classes en plein air. Ici, on a un groupe de secondaire qui vient, parfois on va les voir en classe, mais avec la COVID, on les sort dehors. Puis après ça, les élèves ou ce n'est pas juste des élèves dans des groupes scolaires, si c'est des groupes de scouts qui vont participer aux travaux. Fait que ça, c'est un premier exemple de projet, là, un peu plus intense. Deuxième exemple plus léger, c'est un projet de reconnectivité qui est dans un milieu agricole. Ici, on est à Saint-Thomas, à proximité du bois de Sainte-Élisabeth, donc une coulée agricole. Et si on se réfère tantôt à l'exercice de connectivité pour les oiseaux forestiers, regardez, on est entre 2 écosystèmes prioritaires. Et là, on voit les noyaux en vert, mais la cartographie de ces écosystèmes, elle va plus loin jusqu'à un point de connexion qu'on a vu sur la photo tantôt. Et là, ce qu'on vise à faire, c'est de faire passer des oiseaux forestiers. Alors là, ici, vous avez le bois de Sainte-Élisabeth, celui qui est attenant à la tourbière de la Noret, puis la coulée agricole qui, elle, est traversée par la 158. Donc, la fragmentation, elle a été causée à la fois par la route et par le milieu agricole. Et ce qu'on vise à faire, c'est de faire passer des oiseaux. Donc, on a fait une alliance fiducie avec le ministère Forêt, Faune et Parc, donc la partie faune qui est maintenant avec l'environnement. Ne vous en faites pas, des fois, on en perd notre latin nous-mêmes. Et la fiducie, elle, s'occupe de la protection, donc une entente avec le propriétaire qui est un producteur agricole, un seul propriétaire,
et le ministère s'occupe de la partie aménagement et chacun font des inventaires selon leur champ de compétences. Et ce que ça donne comme milieu de travail, là, ici, on ne pourrait pas mieux les voir. Là. Ici, ce n'est pas une représentation de Raël ou d'une entité extraterrestre, là, mais c'est juste une craque dans ma lentille de caméra. Mais elle marque quand même bien la démarcation entre, regardez, grande culture, ici c'est du maïs, culture pérenne et la friche agricole. Et nous, on n'intervient pas dans la partie cultivée, qu'elle soit grande culture ou pérenne, on intervient dans la friche. Le concept, c'est un concept de pas japonais. Donc, de créer des milieux, des mini-îlots forestiers, donc des petits milieux forestiers dans la coulée agricole et en conservant le caractère agricole et ouvert du paysage. Parce que si on veut reconnecter pour les oiseaux forestiers, il y a aussi des oiseaux champêtres qui, eux, reposent sur la partie herbacée et prairie. Donc, on veut reconstruire l'un sans détruire l'autre. Et c'est ce que ça donne. Ici, encore, chaque arbre se trouve à être géoréférencé. On a une trame d'érable rouge qui reconnecte deux milieux qui sont complètement différents. Donc, ici, on se trouve à avoir une érablière qui est sur Alvar, donc directement sur la roche, avec des sols très, très minces. Et ici, une partie tourbeuse. Donc, on a une trame d'érable rouge qu'on a plantée, avec ici une dominante plus en mélèze laricin et ici plus en érable à sucre. Est-ce que ça va toujours bien? Très bien, Régent. Ici, bien, plusieurs de vous vont reconnaître ce que c'est, puis quand on voit ça, on grince des dents, puis il y a un autre être qui, on va dire, s'est fait les dents sur l'arbre, donc on reconnaît très bien les dommages liés au castor. Puis on pourrait dire que dans la plaine du Saint-Laurent, ou par extension un peu plus large, il y a deux types de milieux. Il y a des endroits où il y a du castor et il y a des endroits où il va y avoir du castor. Puis, ceux qui connaissent le film Field of Dreams, là, il y avait une espèce de voix-là, là. If you build it, they will come. Ben, dans notre cas, c'est If you plant it, they will come. Et que ce soit des castors, des lièvres, des léopards à queue blanche, des micro-mammifères de cerfs de Virginie, s'ils ne sont pas là, c'est juste parce qu'ils attendent. Alors, si vous rajoutez à ça le cocktail d'espèces envahissantes, puis on pourrait dire la même chose pour les espèces exotiques envahissantes, s'ils ne sont pas là, c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore là. On voit beaucoup ces trois espèces-là en association parce que le phragmite est rentré, il date de plus loin que ça, mais il est rentré au Québec par les fossés d'autoroute à la fin des années 90. Les nerfs bruns, donc des paysages plus ouverts. Les nerfs bruns qui, elles, aiment les bordures, puis l'entrisque des bois qui ne portent pas toujours son nom parce qu'elle rentre aussi dans des milieux ouverts. Fait que les trois ensemble, là, ils couvrent 100% du territoire, qu'on soit un milieu forestier, ouvert ou hybride entre les deux. Ce qui fait qu'en termes de protection, puis là, rassurez-vous, là, on arrive à la fin de la présentation, mais je pense que c'est important que vous voyez les contraintes avec lesquelles on travaille, ce qui fait qu'on doit avoir une protection à la fois au sol avec une membrane qui est pratiquement indestructible. Là, ici, c'est de la géoroute, puis après ça, des protections contre la partie faunique. Et ça donne ça. On va soit protéger individuellement et on place un protecteur. Ici, il est en plastique, on a rajouté un protecteur en métal.
avec un tuteur pour le soutenir. Il y a une membrane ici au sol. Quand on plante très, très dense, on va aller plutôt vers la construction d'exclos. Donc, ici, on déroule la clôture de 8 pieds pour, on la voit mal sur la photo, là, mais on construit des exclos, puis on en a de différentes tailles, là, entre 0,3 et pratiquement 7 hectares. Et lorsqu'on fait de la protection individuelle, bien évidemment, il faut protéger à la mesure que le plant va croître. Un cerf de Virginie, c'est au moins 7 pieds de protection, ce qui fait que les premières protections qui sont posées quand elles sont en individuel, on doit les hausser. Généralement, on fait ça aux premières neiges. Là, ça rentre mieux dans le temps, puis on va mettre jusqu'à 7 pieds de protection individuelle. Et là, on retourne dans la présentation sur le projet. Rappelez-vous, on est dans le volet 2. Là. Je sais que ça fait quelques minutes. Le troisième volet du projet, c'est de l'amélioration. C'est le volet qui est le plus imprécis pour l'instant parce que là, on vise, si vous vous souvenez, à améliorer des pratiques chez des producteurs privés. On pense qu'on ne va pas partir quelque chose, mais on va plus s'intégrer dans des initiatives qui existent déjà et soit les bonifier ou améliorer des programmes existants. Il ne faut pas oublier que si on travaille chez des gens, que les gens aiment ce qu'ils voient, bien, ça les encourage à faire plus parfois. Donc, on peut penser que des propriétaires chez qui on fait, on va appeler ça du volet 3, bien, peut-être qu'ils vont tellement aimer ça qu'ils vont vouloir rentrer dans du plus intense, soit en restaurant ou en protégeant. Ce qu'on pense que ça va donner à terme, là, ce sont des projections sur 5 ans. Donc, le chiffre il est précis. Dites-vous que la moitié des hectares en protection, là, ou presque la moitié, sont déjà signés avec des propriétaires et le reste, c'est des projections annuelles. Donc, ça donne 30 hectares en restauration. Là. Ça n'a l'air pas beaucoup, là, mais pour ceux qui savent ce que ça veut dire de la restauration, la barre est assez haute. Et en amélioration de pratique, c'est plus diffus, là, ce qui fait qu'on a des hectares plus élevés. Donc, ça, c'est des hectares qui s'additionnent. Ce n'est pas un inclus dans l'autre, mais c'est un plus l'autre. Et le quatrième volet, ce sont des indicateurs à la fois de réduction annuelle d'émissions de GES en 2 horizons, 2030-2050, des superficies protégées ou restaurées, des avantages pour la biodiversité et des emplois créés. Il y a déjà un très, très fort appui de différents organismes à ce projet-là pour voir financièrement ce que ça veut dire. Là, on projette un budget de 8 millions de dollars, principalement dans le volet 1, les 2 tiers, mais aussi en restauration, en amélioration, en évaluation. Puis, le petit dernier, ici, 4 il ne faut pas oublier qu'il faut surveiller tout ça. Donc, d'avoir des gens qui sont sur le terrain pour s'assurer que les mesures de protection, de restauration et d'amélioration sont suivies. On aime bien regarder les forces et les faiblesses, là. Ici, les forces et les risques. Les forces, vraiment, c'est une très, très belle équipe multidisciplinaire expérimentée, un fort appui régional. Il y a déjà, comme on a vu, une assez importante contribution des partenaires en dons de terrain et un budget qu'on pourrait dire, on pourrait qualifier de significatif. Les risques, bien, les donations, ça repose sur de la conservation volontaire. On sait que ça fonctionne bien. On pense que ça va continuer à bien fonctionner. La moitié des superficies qui sont déjà signées, ça atténue le risque, mais il demeure. On est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, de pression inflationniste. Et comme je vous dis, la cible en hectares là, sur 5 ans, elle est très ambitieuse. En conclusion, c'est un projet qui est rassembleur, qui rejoint les objectifs de plusieurs organisations et on a une très, très bonne échelle de travail dans une région à l'échelle des MRC. À court terme, c'est plus difficile, mais à long terme, vraiment, on a quelque chose qui est très prometteur. Là, je ne vais pas rentrer dans ça parce que là, je vois le temps, mais je voulais juste vous faire un flash. La COP 15 s'en vient, puis j'ai fait un petit exercice, là. Puis là,
m'en excuse, j'ai emprunté la présentation à cette diapo-là. Elle est issue d'un cours que Dan, Tania et Sabine donnent à l'UQAM avec ce qui s'en vient pour la COP 15 puis les objectifs liés à la biodiversité. Puis le projet, là, on ne va pas les passer un par un, mais on coche là, sur beaucoup d'objectifs de la COP 15 qui, on espère, vont être adoptés. Bien là, je sais que j'ai pris un petit peu plus de minutes. J'avais promis 45, puis j'ai débordé. Mais disons que c'est important de rentrer, pas juste dans un projet, mais que vous voyez que l'équipe a déjà de l'expérience, est déjà aguerrie pour faire face à des problèmes. Puis là, pour, on va dire, ce qui préoccupe plus le réseau là, de plantation d'arbres, que c'est beau de planter, mais il faut protéger puis les suivre. C'est pourquoi on est rentré dans ce niveau de détail. Merci à toi, Régent. Très, très intéressant. Ça m'impressionne toujours de voir des travaux comme ça, des initiatives comme ça, avec tant d'efforts, d'énergie déployée par de nombreux partenaires. C'est vraiment beau à voir. On souhaite qu'il y aura d'autres initiatives comme ça partout au Québec. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à rentrer, tant mieux. Il y a une première question de Jean-François Modéry. Il veut savoir quelle est l'espèce que vous avez mentionnée qui est à l'étude pour supplanter le phragmite commun. Si j'ai mentionné une espèce qui va supplanter le phragmite, je m'en excuse parce que ce n'est pas exactement ça qui se passe, mais on va prendre cette image-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus beau mot, c'est cocktail explosif. Mm-hmm. Et regardez ça ici, là, tout ce qui est en beige, c'est du phragmite. Et on les voit pas sur cette image-ci. On les voit un petit peu plus là. Tout ce qui est en vert, c'est de l'antrisque des bois. Et ce qui est en beige, c'est du phragmite. Il y a juste une année de différence entre les deux. Et en fait, ici, l'antrisque, il attend juste que le phragmite, quelqu'un s'y intéresse, puis l'affaiblisse pour rentrer là-dedans. Et ce qu'on ne voit pas sur la photo, mais qu'on trouve dans d'autres parcelles, c'est du nerf brun. Et dans ce milieu-là, ce qu'on a qui est en train de se produire, c'est le nerf brun, surtout Bourdaine ici, là, mais ça peut être cathartique ailleurs, qui lui, encore là, il attend juste sur le bord de la clairière pour pouvoir rentrer dans l'espace disponible. Donc, le gros enjeu d'un projet comme ça, c'est de développer de la connaissance, c'est ce que l'UQAM fait sur le site, pas juste sur chacune des essences exotiques envahissantes, mais sur la dynamique entre elles et les moyens de les réduire. Sachant qu'un projet comme ça, le but, c'est de rétablir un écosystème le plus proche possible de l'origine. Sachant qu'à certains endroits, c'est possible, d'autres, c'est très difficile parce qu'il nous manque un mètre de matière organique, puis on est à côté sur la nappe. Donc, on doit composer avec la présence des espèces exotiques et les réduire plutôt que de viser à les éradiquer. Je m'excuse, la réponse est un peu longue, là, mais la réponse, là, elle est en décennies à un endroit comme ça. Parfait. OK, c'est bien. Il y a quelqu'un qui fait du pouce sur cette question-là, Daniel. Donc, une fois le phragmite contrôlé par les membranes, comme l'exemple du boisé des terres noires, c'est quoi le risque que cette plante-là revienne plus tard et quel moyen est le plus efficace, selon toi, pour éviter son retour dans le futur? Oui. Je dirais le phragmite, c'est probablement ce qui est le plus facile à traiter parce qu'il n'aime pas l'ombre, ce qui fait qu'on peut placer du couvert. Puis, à terme,
Parce que vous comprenez qu'il y a des endroits qu'on membrane mur à mur, mais il y a des endroits que le concept ici, c'est de placer du couvert forestier. Donc, on a vraiment des réponses multiples. Alors, la réponse au phragmite, c'est à mesure qu'on retire des membranes ou que l'arbuste ou l'arbre va faire un couvert forestier, va former une canopée mur à mur, lui, le phragmite va s'estomper. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'entrisque va rentrer dans ça et on a déjà commencé à préparer ça en faisant des tests de qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le sous-couvert. On travaille avec 3 essences, 3 osmondes, la Royale, Clayton, puis Cannelle, parce qu'on pense que ces fougères-là de gros gabarits vont être capables de rentrer dans le couvert forestier et remplacer, on espère, le phragmite. Ça ne devrait pas être trop difficile. Remplacer l'entrisque, là, c'est la nouvelle coche. Et actuellement, l'acquisition de connaissances sur le site, elle est sur le phragmite et sur le nerf prun. L'entrisque, il n'y a pratiquement pas d'informations au niveau mondial là-dessus. Il y a un peu de littérature. On a une étudiante qui a commencé à travailler là-dessus, puis c'est probablement notre prochain grand défi. D'accord. Moi, j'ai une question, Régent, par rapport aux dons de servitude. Est-ce que la fiducie envisage, dans certains cas, faire des travaux de restauration quand il y a un besoin, ou souvent le don est de trop courte durée pour envisager des investissements de taille, là? J'imagine que ça dépend toujours des situations, mais est-ce que tu vois la possibilité éventuellement, même dans un contexte où c'est un don de servitude, que la fiducie va trouver des fonds là, pour investir dans des travaux de restauration? Actuellement, la fiducie travaille de 2 manières. Elle travaille par donation en plein titre et donation de servitude à perpétuité. Ça, c'est la base. Ici, le projet de Sainte-Élisabeth, le producteur n'était pas prêt à signer une servitude. Ce qui fait que ça a créé une 3e pratique, et ça, c'est le seul cas actuellement où est-ce qu'on a travaillé par entente. Ce qui fait que l'entente, elle permet de planter des arbres dans cette friche-là. Le producteur, lui, s'engage à ne pas les détruire, donc parce que c'est ça le principe là, de la servitude, donc on l'introduit dans l'entente. C'est ne pas faire et laisser faire. Donc, il s'engage à ne pas détruire les aménagements et donc laisser implanter les aménagements. Ce qu'on souhaite, c'est que ça débouche sur des servitudes à perpétuité, mais dans le cadre du projet, on ouvre la porte à ce qu'il y ait des travaux sur entente, ou est-ce que, là je me répète, on souhaite que ça débouche vers une servitude perpétuelle. On a fait, là, je vous ai donné un exemple, là, mais juste que vous sachiez là, qu'on est très aguerri. L'équipe, là, on a fait énormément de projets par entente en milieu agricole, des projets de cette nature-là, avec des ententes de durée fixe. Ce n'est pas facile à faire, mais ça se fait, ça nécessite. La base, là, c'est les relations avec les propriétaires. Et moins que de propriétaires, plus c'est facile dans un projet. On en a fait des projets avec 10, 15 propriétaires, et là, c'est là que rentrent les difficultés parce que vous allez avoir le plus petit dénominateur commun dans les mesures que vous pouvez implanter. D'accord. Super, merci pour ta réponse. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on est très timé, 11h01, donc c'est vraiment bien. J'aimerais encore une fois te remercier pour ta participation, Régent, extrêmement intéressant
comme présentation et comme initiative. Là. Je pense que c'est un modèle là, pour le Québec. J'espère qu'il y a d'autres initiatives qui vont continuer dans ce sens-là. Donc, bravo. Raed, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour la fin ou Oui. Oui, d'accord. Oui. Je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Ben, un grand merci à Régent pour cette excellente présentation. Merci beaucoup aux participants pour leur intérêt aux activités du DRAQ. Je rappelle que ce webinaire a été enregistré et sera mis en ligne dès la semaine prochaine sur le site web de la chaîne YouTube du réseau Reboisement Liniculture Québec TV. Et à la fin de ce webinaire, j'aimerais vous donner rendez-vous pour le webinaire du mois de décembre prochain, le 20 décembre exactement, et qui aura pour thème biodiversité végétale et séquestration de carbone dans le sol des plantations forestières. Ce webinaire va être donné par des membres chercheurs de l'équipe d'Annie Desrochers à l'UQAT. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.